Bienvenue à la réunion de rentrée 2026 destinée aux juges arbitres de paddle et le son continue. Je vous remercie d'avoir donc répondu présent pour participer à cette séance. Alors, je vais me présenter rapidement. Moi, je ne suis pas du tout paddle, hein. Je suis là juste enfin, je vais vous expliquer pourquoi je suis là. Alors, je me présente, je m'appelle Vincent Suavet, donc je suis membre de la commission régionale d'arbitrage présidée par Olivier Sias, qui est présent avec nous ce soir, bien sûr. Et Olivier me confie la responsabilité du pôle communication de cette commission régionale d'arbitrage. Donc, la mission de ce pôle, rapidement, en fait, c'est de proposer aux officiels de la Ligue PACA des réunions de rentrée, mais aussi des séances de formation continue tout au long de l'année. Enfin, tout au long, il en est prévu 3 maximum, hein, rassurez-vous, il n'y en aura pas une tous les mois, mais disons, l'objectif, c'est de faire 3 réunions de formation continue, 3 séances de formation continue par an. Et donc, ça vous permettra vous donnera la possibilité de maintenir vos connaissances tout au long de l'année sportive, hein, puisqu'à chacune de ces formations continues, on vous informera d'éventuelles nouveautés réglementaires ou quelques rappels sur les bases, enfin, tout ce que l'on jugera utile et tout ce que vous pourrez aussi nous remonter, parce que il faut bien comprendre qu'on ne travaille pas seul, on doit travailler avec vous, ensemble, je dirais la main dans la main, pour qu'il y ait des échanges maximum entre nous, quoi, en fait, hein. Vous avez des problèmes, on essaie de voir comment on peut résoudre ces problèmes et on ne va pas vous imposer non plus. C'est nous qui savons et vous, vous écoutez, quoi, hein, c'est pas le but. J'en ai un peu trop dit, là, on perd du temps, hein, n'est-ce pas? Alors, vous allez aussi, dans l'émission du pôle communication, on devait aussi créer une newsletter de rentrée. Alors, cette newsletter va bientôt vous être envoyée. Donc, nous espérons qu'elle vous la trouverez intéressante déjà et qu'elle pourra vous apporter quelques éléments d'information qui pourront vous intéresser, quoi. Voilà. C'est tout pour la présentation en ce qui me concerne. Donc, Olivier, donc président de la CRA, si tu veux dire quelques mots avant de laisser la Oui, parole à Bruno je vais dire Tissière. un mot, ça Hmm. marche. Donc, je me présente Olivier Siaz, donc président de la commission régionale d'arbitrage. Donc, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Vincent, c'est très bien. Voilà. Ces réunions sont là pour créer aussi du lien entre les juges arbitres et aussi pour vous inciter à nous demander, à poser des questions s'il y a des difficultés ou ce genre de choses. Je voudrais faire remonter, avant que ça démarre, 2 points. Ce n'est pas parce que Moja n'est pas encore actif pour le padel qu'il faut faire ce qu'on a envie pour le padel. Il y a des règlements, donc c'est important de les respecter, faire attention à ça. Je vais faire un parallèle qui est assez facile. Je suis fumeur, j'ai pas de cendrier. Ça veut pas dire que je jette mon mégot. Ça veut dire que je prends sur moi justement pour ne pas le jeter. Là, c'est pareil. Il n'y a pas Moja, eh bien, on prend sur soi, on fait attention et on essaie de respecter au maximum les règlements. Le clientélisme a ses limites et donc ça, c'est quelque chose que je voulais dire pour tous les JAP. Donc, on a mis d'ailleurs en place un pôle référent Padel pour tous les P500 et plus. Deuxième chose que je voulais dire aussi, qui est valable pour tous les juges arbitres, je sais que la plupart des tournois ont lieu. Il nous revient des fois que certains juges arbitres en fait consomment de l'alcool pendant ces soirées-là. Je rappelle que les JAP, au même titre que les JAT, que les JAE, doivent avoir une hygiène exemplaire et que vous représentez la Fédé, la Ligue, le comité lorsque vous officiez. Donc, il est important qu'un juge arbitre ne consomme pas d'alcool pendant qu'il officie, même si c'est un petit P25 ou c'est 10-12 équipes qui sont cool que vous connaissez. Voilà, c'est une réputation, c'est quelque chose qui est important à avoir. Voilà, c'était les 2 petits points que je voulais dire avant de les oublier. Je laisse la parole à Bruno pour la suite et je vous souhaite une très bonne réunion.
Alors, vous avez constaté que les micros sont coupés, en fait, et je vais juste vous demander d'ouvrir le chat, en fait, hein. Vous avez un bouton sur le bandeau du haut qui s'appelle Conversation, et donc nous vous invitons à poser toutes vos questions dans le chat, et en fait, nous ferons, en alternance, nous ferons une séquence de présentation et une pause, on va dire, qui permettra de répondre à quelques questions au fur et à mesure, hein. Et puis on reprendra présentation, suivi de questions-réponses, etc., hein. C'est l'idée, en fait, pour essayer de donner un rythme un peu plus, enfin, moins monotone, parce qu'en fait, si vous avez une personne, alors là, ce soir, il y aura 2 personnes, donc il y aura Bruno Tissière, que j'ai déjà nommé, et Jean-Paul Houdaille aussi, qui va nous rejoindre. Et donc, bon, c'est pour éviter une ou 2 personnes qui parlent pendant 1 heure et demie sans arrêt. C'est pas toujours agréable. Et donc, on fait quelques pauses pour répondre aux questions en attente. Voilà, ben, j'ai tout dit. Alors, à part que j'ai des problèmes de partage, mais vous regardez le chat, je ne le vois plus, hein. Oui, pas Ah, de c'est souci, bon. on regarde le chat, t'inquiète pas, Vincent. Ouais, c'est bon. Allez. Alors, on y va. Donc, je te laisse, tu me dis, Bruno, hein, enfin, j'envoie un après l'autre ou... Ouais, l'un après l'autre, ouais, comme tu veux, pas de souci. Bonjour à tous, donc je suis Bruno Tissière, donc le responsable du pôle référent paddle de la CRA, de la Ligue PACA. Donc c'est un pôle qui a été créé courant 2025 pour répondre à la demande de beaucoup euh, qui demandaient voilà une aide, un coaching, euh, parfois sur les tournois, qui avaient pas mal de questions, donc pouvoir servir un petit peu de hotline, de fil rouge. Euh, L'objectif, en tout cas, de ce pôle référent paddle est, dans un premier temps, d'accompagner le juge arbitre des P500 ou P1000. Euh, En dessous, non, ça n'est pas qu'on néglige ces compétitions, loin de là, mais il y en a déjà tellement. Rien qu'au niveau des P500 et P1000, sur une saison entière, on tourne à peu près sur une centaine de tournois pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc, on ne s'occupe pas pour l'instant des P250 et en dessous. Maintenant, ça va se mettre quand même petit à petit en place, mais pas au niveau de la ligue, mais au niveau de chaque département, je l'espère. En tout cas, il y a déjà un département de la ligue qui nous a sollicité pour savoir un petit peu comment on fonctionnait, pour eux également, à leur niveau, pouvoir encadrer les juges, les JAP, donc de leur département. Donc, on veut accompagner, on veut faire progresser, on veut aider aussi, comme disait Olivier Sias avant, on n'a pas Moja comme pour le tennis, donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc nous, on veut vérifier la bonne gestion du tournoi. C'est quelque chose de très important. Il faut que tous les tournois de la Ligue et même de France, je dirais, travaillent sur les mêmes bases. C'est pour ça donc, que la Fédération française a créé tout un tas de règlements. Alors au cours de ces différentes années, les règles se sont étoffées. Se sont améliorées, sont beaucoup plus précises, détaillées. Maintenant, quand je discute avec certains juges arbitres, effectivement, il y a probablement encore quelques améliorations à apporter. Maintenant, nous, à notre niveau, comme le disait Olivier, nous sommes là en fait pour appliquer les règlements, faire appliquer les règles. Même si quelque chose nous semble pas très juste, on pourrait faire mieux, bah, non, il y a une règle de base à appliquer et ça c'est quelque chose de très important. On va y revenir par la suite. L'objectif également du pôle référent, c'est de pouvoir donc faire l'évaluation du juge arbitre pour l'aider à progresser et puis pour détecter ceux qui potentiellement approcheraient du niveau 3, souhaiteraient se porter candidat au niveau 3 et donc pouvoir les accompagner donc en ce sens et pouvoir nous faire le relais avec le président de la commission régionale d'arbitrage et lui indiquer, bah, tiens, tel juge arbitre a du potentiel, il serait motivé pour le niveau 3. À l'inverse, pour ceux qui, pour nous, seraient un petit peu faibles
on proposera une remise à niveau. Alors, remise à niveau qui sera proposée, pareil, nous, dans le cadre de nos P500 et P1000, remise à niveau qui sera proposée au niveau de la Ligue. Le rôle également du pôle référent est de signaler au président de la CRA le non-respect intentionnel des règlements pour saisie de la commission régionale des litiges par le président de Ligue. Alors, c'est une longue phrase. C'est vrai que c'est quelque chose qui, Vincent, si tu peux peut-être avancer sur le PowerPoint. Ouais, vas-y. Voilà, on en est là. Merci. Donc cette longue phrase du non-respect intentionnel des règlements, alors c'est quelque chose qui ne nous fait pas plaisir parce que nous, on est vraiment dans un but d'accompagner le juge-arbitre, de coacher vraiment positivement. Malheureusement, on s'est aperçu que dans certains tournois, il y avait des transgressions, on va en reparler en détail par la suite. Et malheureusement, ce non-respect intentionnel mérite malheureusement une saisie de la commission régionale des litiges. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'arrive pas trop souvent, heureusement, mais quand ça arrive, qui malheureusement ne nous fait pas plaisir parce qu'on est tous là pour travailler ensemble. Alors, les moyens pour la saison 2026, il y a 4 coachs évaluateurs qui sont donc Stéphane Gavoil, Jean-Paul Houdaille, Cédric Salmeron et moi-même qui dirige donc le pôle référent. Tu peux passer à la suivante, Vincent. Alors, l'obligation des juges arbitres, c'est de répondre favorablement aux sollicitations de notre pôle paddle. Répondre favorablement, c'est-à-dire que quand on demande de nous fournir tel ou tel document, il faut nous les fournir. Voilà, tout simplement. On a eu parfois l'année dernière, je demandais les tableaux et comme par hasard, rien que le lendemain, les tableaux étaient déjà partis à la poubelle. Non, ça c'est pas possible. Donc vous devez répondre favorablement aux sollicitations donc des 4 coachs. Vous devez, à partir de cette année, vous devez créer un dossier en ligne et transmettre en temps réel les informations du tournoi. Alors, je m'explique. Là, sur le lien, on vous a envoyé donc le mail de la visio dernièrement. Dans le rappel, nous avons attaché un lien. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité d'aller voir ou pas. Mais en tout cas, quand vous cliquez sur ce lien, vous allez donc arriver sur un drive où on distingue les P500 et les P1000. Et donc, à l'intérieur de chaque dossier, on va vous demander de créer votre propre dossier. Alors, le dossier va toujours, pour qu'on puisse s'y retrouver, être créé toujours sur le même format. Donc, j'en ai créé un vide en exemple dans le drive. Donc, l'intitulé du dossier, ça sera le nom du juge-arbitre, un tiret, le tournoi, un tiret, la date du tournoi. Donc là, par exemple, nom du juge-arbitre Tissière, un tiret, le tournoi concerné Galactic Paddle, un tiret, la date, le 6 octobre 2025. Dans ce dossier-là, on va vous demander donc de mettre des informations en temps réel. J'ai souligné en temps réel avant. Alors, qu'est-ce que ça signifie? On a des choses qui, pour nous, sont importantes de les connaître en temps réel, comme la liste des inscriptions à la date de clôture et à nouveau la liste quand elle est complétée après l'attribution des wildcards éventuels. Ça, c'est quelque chose qu'on veut avoir en temps réel pour pouvoir contrôler que par la suite, alors qu'on a dépassé la date des J-7 pour l'inscription, on veut vérifier que derrière, il n'y ait pas de mouvement avec des paires qui se rajoutent ou des changements de partenaires dans les paires. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait en temps réel. Après, pour la suite, on vous demandera bien évidemment de nous communiquer l'ensemble des tableaux, que ça soit le tableau final, que ce soit les poules, que ce soit les tableaux de match de classement. Donc, on souhaite avoir tous les tableaux avec les résultats complets, avec les scores. Parce que bien souvent, nous avons des tableaux qui n'ont pas de résultats, pas de score. Et enfin, le classement final. Alors, quand on parle en temps réel, c'était vraiment pour les inscriptions, je dirais bien évidemment. Après, les tableaux,
On ne va pas vous demander au fur et à mesure de votre journée, tiens, j'ai un premier résultat, j'envoie sur le drive. Non, non, le but n'est pas de suivre un score, une avancée de tournoi en direct. Là, dans ce cas-là, bien évidemment, vous faites votre tournoi bien tranquillement et une fois que tout est terminé, vous nous faites passer les informations dans le drive. D'ailleurs, j'insiste aussi sur le fait, on est là, nous, pour vous aider et pas pour vous compliquer la tâche. Donc, quand on vous demande de nous envoyer les tableaux avec les résultats, faites simple. Prenez une photo de ce que vous avez fait. Les scores, évidemment, vous les avez dans la journée saisis à la main. Vous envoyez une photo telle que c'est. Il y a des ratures, c'est pas un problème. On vous demande pas de nous refaire quelque chose de beau, au propre, un tableau Excel, tout ça. Non, non, on ne demande pas ça. Nous, on veut vraiment vous aider, on veut simplifier les choses, donc c'est surtout pas pour vous rajouter du travail. Voilà. Et donc, ce dossier à créer en ligne, et puis donc suivre une éventuelle remise à niveau sur convocation de la CRA, c'est ce que j'avais évoqué précédemment. Alors, on va revenir un petit peu sur les problèmes rencontrés sur la saison précédente. Donc, on a intitulé dérive parce que bon, ce sont des choses vraiment assez graves, je vais dire assez graves, effectivement. Parce qu'on ne reprochera jamais à un juge arbitre, bon, l'erreur est humaine, personne n'est parfait. On va toujours faire une erreur dans le tableau, une paire qu'on aura mal placée, ça peut arriver, ça pas de problème. Après, sur des dérives où là il y a volonté de tricher entre guillemets, en rajoutant des paires dans le tournoi, différentes choses qui font que les inscrits vont marquer plus de points, ne pas sanctionner la paire qui va être forfait, qui ne va pas vouloir disputer ces 3 matchs. Tout ça, pour nous, ça c'est quelque chose qu'on assimile à de la tricherie et que là, par contre, on ne veut donc absolument pas avoir. Donc, l'ajout d'équipes fictives afin de passer sur le barème de points supérieur, c'est fréquent, ça arrive. L'absence du juge arbitre désigné sur le tournoi et ou la gestion du tournoi par un non-juge arbitre. Donc, je vous rappelle que dans les règlements, le juge arbitre doit être absolument présent pendant toute la durée du tournoi. Moi, je conseille aussi également que le juge arbitre prenne lui-même en compte les inscriptions. Ça permet d'éviter une erreur de la part du secrétariat qui oublie de vous transmettre un mail. Voilà. Donc, je pense que c'est bien si vous prenez vous-même les inscriptions et en plus, si vous les saisissez pratiquement en direct dans l'application. Parce que vous pouvez noter toujours ça de côté. Oui, je t'inscris, pas de problème. Et puis, autre chose passe entre-temps et vous oubliez une paire, ça peut arriver. Donc, essayez-vous d'inscrire votre paire avec votre compte le plus tôt possible. Et s'il y a changement de juge arbitre, parce que vous rendez service à votre club, le tournoi arrive dans quelques mois, vous pensez disponible, mais c'est pas certain. Donc, OK, pour la demande d'homologation, il y a besoin du nom d'un juge arbitre. Mais ensuite, dès que vous savez que vous n'êtes plus disponible, dès qu'il y a un remplacement par un autre juge arbitre, il est important que vous le signalez au service compétition de la Ligue au plus tôt pour que eux puissent effectuer officiellement la modification. Parce que tant que la modification n'est pas faite, vous qui avez prêté votre nom au départ pour le tournoi, vous restez responsable de tout ce qui peut se passer pendant la durée du tournoi. Donc c'est quelque chose d'important. On a vu aussi parfois des tirages au sort arrangés. Donc non, essayez de le faire. Alors certains tournois font le tirage au sort le matin même avant le début de la compétition. Si vous souhaitez le faire avant par facilité, puis selon la configuration du club, du nombre de terrains, etc., on peut bien sûr faire les tirages au sort avant. Mais dans ce cas-là, essayez de ne pas les faire tout seul dans votre coin pour pas qu'on puisse vous reprocher quelque chose. Essayez d'aller dans le club, donc n'importe quel jour, qu'il y ait au moins
quelqu'un de présent. Comme vous le savez, dans chaque tournoi, il y a un comité de tournoi. Essayez qu'il y ait un ou plusieurs membres du comité de tournoi qui puissent au moins valider le fait que le tirage au sort a bien été réalisé en public. Le non-respect des règles sur le classement final. Donc, lorsqu'on avait des équipes qui étaient ex-aequo, on les classait, certains les classent à la place la plus favorable. Non, si le match ne se joue pas, à ce moment-là, le classement doit être la place la plus défavorable. Je vous donne un exemple. On ne joue pas, on a joué nos demi-finales. Il doit y avoir normalement le match de classement des perdants, donc pour la 3e et 4e place. Si les deux équipes décident de ne pas jouer ce match pour la 3e place et qu'ils ont fait leurs 3 matchs précédemment dans la journée, à ce moment-là, ils doivent être classés 4e ex aequo et non pas 3e ex aequo. Alors là, ce que je suis en train de vous dire, c'était valable auparavant. Parfois, on ne pouvait pas nous disputer. Pour une raison X ou Y, on ne disputait pas tous les matchs. Enfin, en règle générale, la 3e place, oui. Mais comme vous l'avez vu, nouveauté dans le règlement cette année, toutes les paires doivent être classées de la 1re à la dernière place. Ça, c'est valable pour un tableau final. Au niveau des qualifications, au niveau des poules, ça augmenterait de façon considérable le nombre de matchs. Donc, même si ce n'est pas précisé dans le règlement, cela ne concerne pas les poules. Nous avons vérifié auprès de la FFT. Donc, c'est vraiment pour le tableau final où il doit y avoir tous les matchs de classement effectués pour classer tout le monde du premier au dernier. Donc, on ne veut plus voir d'ex-aequo. Et n'oubliez pas non plus sur le classement final que le classement des paires n'ayant pas voulu faire 3 matchs dans la journée, de les classer derniers. Ils ne doivent pas être classés à une autre place que dernier. J'insiste sur le petit mot qui suit les 3 matchs, c'est 3 matchs dans la journée. Ça veut dire que si vous jouez votre compétition sur 2 jours et que donc une paire joue les matchs qu'elle doit jouer le samedi et qu'elle est censée revenir le lendemain, le dimanche, pour jouer d'autres matchs de classement. Le dimanche, on est reparti une journée à donc 0, on n'a pas commencé à faire de matchs. Donc, si l'équipe ne veut pas disputer de matchs de classement ce jour-là, elle est censée se retrouver en dernière position également. Hein. Donc, les 3 matchs, c'est vraiment dans la journée. On me suit ? Tu vois, Je Bruno? pose, désolé, hein, Ouais. je parle, normalement on devrait être 2, et Jean-Paul qui me dit qu'il vient d'atterrir il n'y a pas longtemps. Ouais. Ah. Peut-être quelques questions entre-temps ou en C'est avance? après la 6. Ah, après Après celle-là. la 6. Oui. C'est celle-ci la 6? Oui. Parfait. Alors on y va sur la 6. On a également donc dans les dérives fréquemment observées l'utilisation de formats de jeux réglementaires. J'ai moi-même constaté une compétition où on jouait un set de 6 jeux. Non, c'est pas possible. Comme vous le savez, voilà, vous avez des règles, vous connaissez vous-même les différents formats de jeu, donc appliquez-les à la lettre. Voilà, donc le format de jeu en un set de 6 jeux, comme je vous le disais. Le format en 2 super jeux décisifs en 10 points n'existe pas. La finale d'un P250 doit se jouer impérativement en format A ou format B. Donc ça, ne l'oubliez pas. Même si là, on est aujourd'hui davantage ici pour parler des P500 et P1000. N'oubliez pas que le P250, la plupart du temps, le format le plus utilisé, c'est un set de 9 jeux, donc très bien. Mais n'oubliez pas que la finale, elle, doit obligatoirement se jouer en format A ou B. Et pour un P500, cela concerne la demi-finale et la finale.
Au niveau de la clôture du tournoi, donc je vous rappelle, vous avez 24 heures maximum réglementaires pour clôturer le tournoi. Sachez que si par la suite vous vous apercevez que vous avez commis une erreur, il est toujours possible de déclôturer le tournoi. Il y a personne à prévenir, il n'y a rien de particulier. Vous allez sur votre application, vous déclôturez, vous effectuez la modification que vous avez à faire et vous reclôturez dans la foulée. Mais en tout cas, il est important donc de clôturer dans les 24 heures et donc une petite photo de ce classement final que vous donc chargez sur le Drive comme on l'a vu tout à l'heure. Et enfin, dernière dérive, alors très importante, c'est le non-respect des règles de publication de listes sur les P500 et P1000 avec l'acceptation des joueurs après la date de clôture, J-7. Donc j'en profite pour vous rappeler que depuis cette année, au niveau des P1000, les P1000 se sont alignés sur les P500 et la date de clôture, elle est à J-7. Ça veut dire qu'à J-7, vous devez ne plus accepter de nouvelles paires. Vous ne devez pas accepter non plus de changement à l'intérieur de la paire. On ne change pas de partenaire. Vous devez donc au plus vite envoyer donc sur le Drive donc cette liste et également la communiquer à l'ensemble des participants. Ça, c'est obligatoire sur les P500 et P1000. On a vu malheureusement l'an passé, parce qu'il manquait quelques joueurs, on a vu des annonces sur Facebook ou Instagram. On était à 48 heures du début du P500 où on cherchait encore des joueurs. Non, non, une fois qu'on a atteint la date limite, on a atteint la date limite. Alors, la question qui peut se poser, je vais faire un aparté parce qu'on a eu plusieurs fois le cas de figure, c'est que je pense aujourd'hui qu'il y a un petit peu trop de P500. Et donc, on a du mal à les remplir. Le minimum, c'est 16 paires, comme vous le savez, et parfois les tournois arrivent tout juste aux 16 paires. Et manque de chance, la veille ou le matin, juste avant le début, il suffit d'avoir un forfait et on se retrouve à seulement 15 paires. Là, il est important que vous appliquiez le règlement à la lettre. C'est-à-dire que il n'est pas question de récupérer une 16e paire. On a dépassé notre J-7, donc ça c'est une certitude. Et donc ensuite, à partir du moment où nous n'avons plus que 15 paires engagées, cela ne peut plus être un P500. Certains juges arbitres l'an passé ont volontairement classé la paire qui s'était désistée au 16e rang. Donc, elle marque des points à partir du moment où elle occupe un certain rang, alors qu'elle ne devrait pas figurer dans l'état de résultat puisqu'elle n'a pas participé. Et donc, c'est resté un P500. Mais ça, c'est une dérive que nous ne devons pas appliquer. 15 paires, du coup, c'est un P250, malheureusement, mais c'est la règle. Alors, j'en ai discuté un petit peu autour de moi parce qu'il n'y avait pas de précision par rapport à ça. Alors, vous avez la possibilité, effectivement, votre P500 de l'annuler. Après, quand le forfait arrive le jour J, c'est quand même un petit peu dommage parce que les paires se sont déplacées. Il y a un élément à prendre en compte, c'est qu'on peut se retrouver dans cet ancien P500 qui devient P250, on peut se retrouver avec des paires qui sont trop bien classées et qui n'auraient pas le droit de s'inscrire en P250. Mais là, dans ce cas de figure-là, je pense qu'on peut, si ces paires-là veulent toujours faire le tournoi en P250, je pense que nous pouvons les maintenir dans le tournoi. Pourquoi? Parce que cette règle-là avait été dictée pour pas que ce soit toujours les meilleures paires, les meilleurs joueurs qui gagnent tous les tournois et de façon à laisser au P250 et en dessous une chance à tout le monde. Mais là, dans ce cadre-là, au départ, tout le monde s'est bel et bien inscrit dans un P500. Donc les autres paires savent sur quel niveau ils doivent s'attendre à jouer. Donc, si on retrouve dans un P250 des paires qui, à l'origine, n'étaient pas censées participer, mais dans ce cas vraiment particulier, qu'on est obligé de rétrograder le tournoi, pour nous, ça ne pose pas de problème. On n'a pas d'autres informations réglementaires par rapport à ça, mais c'est quand même mieux, je pense, quand tout le monde s'est déplacé, de pouvoir faire le tournoi plutôt que de l'annuler. Voilà, ça c'était un aparté.
C'est bon pour la diapo, Bruno? Oui, Donc, oui. Je peux on faire une peut. pause, je peux partir 10 minutes. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, je n'ai pas entendu le nom de l'application SVP. Alors, Le nom de l'application? Oui, Pour l'application pour les tournois, c'est celle C'est que vous bon, utilisez j'ai répondu dans habituellement. le chat. C'est bon, Bruno, j'ai répondu dans le chat à cette c'est les question. C'est brevets bon. alors. Oui, pardon. D'accord. Alors, Standing Drive, oui, d'accord, je vois la réponse. Oula, il y a... Ouais, Benoît a fait le boulot, donc... Alors, en Ouais. P1000, tu as répondu, Benoît, non. En P1000, si un joueur ne veut pas revenir jouer les matchs de classement 5-8 le lendemain, il faut donc le mettre dernier du tournoi? Alors, c'est Béatrice qui nous pose la Oui, question. c'est ça, oui. Alors, non, Béatrice, dans ce cas précis, parce que si tu consultes la règle spécifique des P1000, les joueurs sont obligés donc d'atteindre jusqu'au quart de finale, cette règle s'applique. Maintenant, à partir du moment où un joueur atteint les quarts de finale d'un P1000, il n'est pas obligé de continuer à jouer. Donc, dans ce cas, il s'arrête là, il sera classé à la plus mauvaise place, entre guillemets, des quarts de finale, donc c'est-à-dire la 8e place. Ok, merci. Une question de Théo. Alors, je pense que la question, c'est est-il possible de récupérer une 16e paire si le poids de cette paire est inférieur ou égal à la paire la plus faible du tournoi? Sur les P500 et P1000, non. Hmm. Sur les P500 et P1000, on a vraiment ce J-7. D'accord. Et enfin, donc, une question de Benjamin. Est-ce possible de faire le tirage au sort par vidéo, publié sur le groupe WhatsApp du tournoi? Oui, pourquoi pas, c'est un moindre mal. Après, bon, c'est vrai qu'il y aura toujours des joueurs qui diront oui, mais le tirage au sort, tu l'as fait plusieurs fois, tu as mis la vidéo qui t'intéressait, je l'ai déjà entendu. Oui, non, pourquoi pas. C'est vrai que quand on est juge-arbitre sur un tournoi qui est un petit peu éloigné de chez soi, c'est quand même délicat d'être obligé d'aller jusqu'au club pour faire le tirage au sort. Non, oui, je pense que c'est mieux que de le faire chez soi et de ne rien publier, de ne rien montrer. Donc effectivement, pourquoi pas cette idée de vidéo. Moi, je vais juste rebondir avant la prochaine question sur la clôture des tournois dans les 24 heures. Si vous clôturez pas votre tournoi dans les 24 heures, surtout en fin de mois, il peut se retrouver que les joueurs ne reçoivent pas leurs points pour le classement, la sortie du classement du premier mardi de chaque mois. Et après, c'est des joueurs qui vont soit vous solliciter ou nous solliciter pour comprendre pourquoi ils n'ont pas eu leurs points. Et vous allez devoir déclôturer votre tournoi, le reclôturer, et les joueurs vont perdre un mois dans le gain de leurs points. Donc c'est pour ça que c'est très important de clôturer votre tournoi dans les 24 heures après le tournoi. Et si ce tournoi n'a pas eu lieu, de nous en informer par mail, donc à l'adresse mail avec laquelle vous avez reçu la convocation pour ce soir, donc compétition.paca@fft.fr, pour que nous, on puisse annuler le tournoi sur TenUp et que vous ne soyez pas prélevé de votre taxe tournoi. Parce que si vous nous prévenez trop tard, la taxe tournoi sera automatiquement prélevée et à partir de ce moment-là, on ne peut plus rien faire. Que faire pour lutter contre les Oui, nombreux 4WO oui. dès l'apparition de la liste? Est-ce possible de bloquer l'inscription de joueurs sur d'autres tournois sur l'application Beach Paddle à partir du moment où ils sont engagés sur un tournoi? Alors, non, malheureusement, il n'y a pas sur l'application Beach Paddle, malheureusement, il n'y a pas de communication. C'est vraiment ce que nous, on renseigne. Il n'y a pas de communication par rapport aux autres tournois. Après, que faire? Ouais, c'est un problème. C'est vrai que c'est un problème, je suis d'accord. Il y a certains tournois qui ont mis en place le paiement avant. À l'inscription, c'est quelque chose qui fonctionne bien parce que si le joueur se désiste sans motif valable, il n'aura pas son inscription de remboursée. Alors, ce qu'on entend par motif valable, c'est il est blessé, il produit un certificat médical, ou alors vraiment, oui, un gros problème, il a un décès, il joint, voilà, enfin, il y a une attestation à quelque chose. Mais voilà, je pense que si déjà on faisait payer les joueurs à l'avance,
Ce serait une bonne chose. Après, c'est souvent effectivement les mêmes joueurs qui reviennent. Vous personnellement, je dirais non, c'est le comité de tournoi qui prend ces décisions-là. C'est qu'un joueur peut très bien être refusé, son inscription peut être refusée par le comité de tournoi au motif que ce joueur-là, la dernière fois, a fait faux bond au dernier moment sans motif valable, ou parce qu'il est venu jouer, il est parti, il n'a pas payé son inscription et l'inscription n'est toujours pas payée, enfin, ou alors mauvais comportement dans le club, enfin, différents éléments qui fait que le comité de tournoi peut décider effectivement de ne pas retenir l'inscription d'un joueur. Ça, c'est possible. Et si tu veux bien, Bruno, dernière question, après on reprend la présentation. Oui. Si on a épuisé notre liste d'attente, on peut prendre une équipe supplémentaire, moins bien classée que la dernière équipe, bien sûr. C'était indiqué dans le guide de la compétition l'année dernière. Ah, c'est la suite de... Ouais, tout à fait. Oui, tout à fait. Je viens de vérifier entre-temps. Tout à fait. Mais par contre, voilà, c'est uniquement si on se retrouve dans ce cas de désistement, de dernière minute, où on a besoin de rajouter une paire moins bien classée. En tout cas, c'est pas du tout dans l'esprit de dire à J-7, bah tiens, je n'ai que 12 paires. Allez, je lance ma propagande de pub sur Facebook et autres pour récupérer d'autres paires et faire mon P500. On est d'accord qu'on a déjà à J-7, on a déjà ce qu'il faut, et c'est pas un recrutement en se disant bah oui, allez, plus on a de monde, mieux ce sera pour le tournoi. Donc faut bien voir la différence d'état d'esprit. Mais oui. Bon, merci Bruno pour ces réponses. Je pense que c'est toi qui continues, donc, a priori. Ah oui, écoute, ouais. Allez, c'est parti alors. Alors, règlement existant. Quelques rappels. Alors, il y a un petit changement effectivement pour le placement pour le nombre de têtes de série depuis cette année. C'est-à-dire, on calcule de la façon suivante. Donc, au niveau des poules, on a 2 têtes de série par poule, quel que soit l'effectif de la poule. Au niveau d'un tableau intermédiaire, on a autant de têtes de série que de qualifiés sortants. Et par contre, au niveau du tableau final, la moitié du nombre de places disponibles au tour où le mieux classé est admis. Donc, si par exemple, dans le tableau que vous faites, la meilleure, vous avez 4 têtes de série, si le mieux classé, par exemple, entre en quart de finale. Si le mieux classé entre en 8e, vous aurez 8 têtes de série, et ainsi de suite. Mais en tout cas, toutes les paires d'un tableau ne sont donc pas têtes de série. Donc ça, c'est important aussi. Vous, avant votre tirage au sort, vous allez bien sûr classer toutes les paires de la première à la dernière. Mais c'est pas la peine si vous avez 16 équipes, c'est pas la peine sur le tableau de faire apparaître ça c'est l'équipe 16, ça c'est l'équipe 15. Non, il faut que le tableau reste quand même assez clair. Sur le tableau, vous ne faites vraiment apparaître que les têtes de série. Les scores doivent apparaître sur les tableaux, c'est ce que je vous demandais tout à l'heure, voilà, pour permettre à tout le monde de connaître les résultats et d'identifier aussi les victoires par WO. Le respect du montant des inscriptions pour les joueurs. Alors, normalement, ce n'est pas le juge arbitre qui se charge des encaissements, mais en tout cas, n'hésitez pas à rappeler au comité de tournoi, au secrétariat du club, que les tarifs donc, sont fixés et doivent être respectés, sont fixés par la Ligue. Donc, c'est 20 € maximum par joueur jusqu'au P250. Ensuite, c'est 25 € maximum à partir de P500. Et un supplément éventuel optionnel peut être perçu pour un service additionnel. Je m'explique. Certains tournois avaient indiqué que eux, au lieu de demander 25 € par joueur, ils demandaient 35 € au motif que dans les 35 € était inclus le fait que sur la journée, il y avait un barbecue qui était offert. Alors, c'est bien de proposer ces services-là, mais ça reste optionnel. C'est-à-dire que
Un joueur, lui, veut peut-être faire le tournoi et manger son sandwich de son côté sans forcément participer au barbecue. Donc, on ne peut pas demander 35 € au joueur alors qu'il ne participera pas au barbecue. Donc, il faut bien rester dans l'état d'esprit du montant maximum d'inscription. Et puis après, effectivement, tout ce qui peut être proposé en additionnel peut être bien sûr facturé sans problème, mais à condition que ça ne soit pas une obligation pour le joueur participant. Alors, dans les nouveautés 2026, dans les règlements sportifs, au niveau des équipes, donc il y a création d'un championnat de France Interligue U12, il y a également une création d'un championnat par paire U14, départemental, régional, national. Il y a création d'un championnat de France national 2, 16 équipes messieurs et 8 équipes dames. Il y a la possibilité pour un joueur de jouer en match par équipe dans un autre club que celui où il est licencié. Vous avez différentes conditions qui sont expliquées dans le guide du padel 2026. Au niveau des tournois, grande nouveauté avec la création du format F. C'est simplement un set à 4 jeux avec points décisifs et jeux décisifs à 3 partout. Ce format-là est utilisable uniquement en P25. Ça permet de donner une petite alternative puisque avant il existait un seul format pour les P25, on n'avait pas le choix. Donc là, un deuxième format s'est ajouté. Il y a une obligation de proposer 3 matchs minimum par paire en format A, B, C ou D et 5 matchs minimum par paire en format E ou F pour les P25. Donc ça, c'est également nouveau. Je vous le disais tout à l'heure, la date de clôture des inscriptions sur un P1000 est passée à J-7 au lieu de J-14. Donc la date de clôture P1000 s'aligne sur la date de clôture des P500. Obligation de proposer l'ensemble des matchs de classement permettant de déterminer un classement final distinct pour chaque paire ou équipe, excepté pour les classements de poule où chaque paire aura le même rang à la place la plus défavorable en fonction de sa place dans la poule. Donc ça, on en parlait tout à l'heure. On veut voir donc maintenant au niveau du classement final, tout le monde classé du premier. Vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, tout le monde, toutes les paires doivent être classées donc de la première à la dernière position, sauf évidemment ceux qui ne respectent pas le nombre de matchs minimum, qui vont se retrouver dernier ex aequo. Le seul cas de figure, je dirais, où on pourrait voir des paires classées au même rang sur cette saison, ça serait indépendant de votre bonne volonté, c'est que les matchs de classement n'aient pas pu avoir lieu parce que il s'est mis à pleuvoir, par exemple. Mais voilà, donc sinon, tout le monde doit être classé du premier au dernier. Pas pour les poules, comme on l'a évoqué aussi tout à l'heure. Donc ça veut dire que ça sera la position la plus défavorable. On ne compare pas en tout cas deux équipes d'une poule différente. On ne va pas faire une distinction au niveau du goal average. On peut le faire à l'intérieur d'une même poule pour classer dans la poule les équipes de la première à la dernière place. Mais entre les poules, par contre, on ne peut pas faire la distinction. Donc obligatoirement, tous les quatrièmes de la poule auront la même position finale. Tous les troisièmes auront la même position également dans le classement final. Au niveau des tournois, il y a donc la suppression des limitations de classement pour tous les tournois mixtes. Au niveau du juge-arbitre, interdiction pour le juge-arbitre de participer au tournoi en tant que joueur ou coach sur lequel il officie. Ça, c'est valable dès les P25. Donc désormais, il est impossible au juge-arbitre de jouer et d'être juge-arbitre en même temps. Un joueur qui change de partenaire sur un tournoi P25 à P250 repartira dernier de la liste des inscriptions. Alors pourquoi cette règle? Parce que certains tournois sont toujours
très vite saturé au niveau des inscriptions et donc certains joueurs se disent moi je veux une place, donc ils s'inscrivent avec n'importe qui. Parfois leur partenaire n'est même pas au courant qu'il est inscrit. Comme ça, ils bloquent la place et puis au dernier moment, finalement je change de partenaire. Alors pour que ça soit équitable pour tout le monde, pour ceux qui s'inscrivent un petit peu plus tardivement parce qu'ils cherchent désespérément un autre joueur, donc c'est pour ça que cette règle a été créée. Oui, le joueur pourra effectivement changer de partenaire, mais dans ce cas-là, c'est comme s'il venait simplement de s'inscrire à ce moment-là et donc partira en dernier de la liste. Aucune rencontre ne pourra débuter après minuit. Certains tournois qui se jouent en fin de journée peuvent se terminer tard. Donc là, la règle, aucune rencontre ne peut débuter après minuit. Ça veut dire que s'il est 23h45, oui, la rencontre peut démarrer. Si elle se finit à minuit et demi, aucun problème. Mais voilà, le début ne doit pas excéder minuit. Et ça, c'est vraiment au niveau du temps réel. C'est-à-dire que si vous avez prévu que cette paire-là, elle joue à 23h, mais que finalement, parce que vous avez du retard, ça va démarrer au-delà de minuit, c'est vraiment quand le match va démarrer. C'est pas le fait que vous l'aviez prévu à 23h qui compte. C'est vraiment le début de la rencontre. Et le temps de repos entre deux matchs disputés sur 2 journées différentes devra être à minima de 12 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je termine le samedi soir mon match à 23h, le lendemain, je ne peux pas être programmé avant 11h du matin. Il faut donc qu'il y ait un écart de 12 heures entre ces 2 matchs sur les 2 journées. Nouveauté au niveau du coaching. Donc le coaching est dorénavant autorisé sur tous les tournois dès le P25. Le ou les coachs, 2 possibles par paire, doivent être déclarés avant la première partie de la paire qu'ils vont coacher sans être présents physiquement. Chaque coach doit impérativement être licencié FFT, paddle ou multi-racket. Un coach peut conseiller plusieurs paires sur un même tournoi ou championnat. Pas de conseil possible après le premier jeu ni pendant un jeu décisif. C'est uniquement pendant les changements de côté et fin de set où il y a un repos. Si 2 coachs sont déclarés, ils ne pourront pas apporter leurs conseils en même temps. Rappel, en cas de comportement répréhensible de la part du coach, le code de conduite doit être appliqué à la paire qu'il conseille. Voilà. Ça nous emmène vers une pause question-réponse, comme ça. Parfait. Allez. Donc, il faut essayer de reprendre. C'était OK, c'était là. Donc, j'ai pas compris la limite de tête de série en tableau final. C'est la phrase explicative qui est un peu compliquée. La moitié du nombre de places disponibles autour où le mieux classé rentre, c'est ça? Oui, en fait, avant, c'est vrai que c'était plus simple. Ouais. Là aujourd'hui, il faut quand on fait son tableau, donc tableau progressif, on regarde où est positionnée la meilleure paire. Si la meilleure paire est positionnée en quart de finale, ça veut dire qu'il y aura 8 paires en finalité, et donc le nombre de têtes de série, c'est la moitié, donc 4. Alors, Voilà. au tennis, on disait ça un peu plus simplement. La meilleure paire rentre, on regarde le tour sur lequel rentre la meilleure paire. Combien de matchs possibles? Si c'est en quart, 4 matchs, 4 têtes de série. Bon, c'est une autre façon de dire. Mais... Ouais, c'est une autre façon de le dire, mais ça revient à ça. Ouais. Alors, pour quelle raison ne limitons pas la diffusion de la liste au CRA? Souvent, la diffusion de la liste cause des désistements. Il y a qui s'inscrit à plusieurs P500 et attend de voir la liste pour choisir où aller jouer. Je ne sais pas si c'est clair, Bruno. Non, pour quelle raison? Alors, deuxième réflexion, pour quelle raison ne pas limiter, alors je vais dire, la liste à la CRA? Souvent, la diffusion de la liste, c'est la diffusion de la liste qui cause des désistements, en fait, c'est ce que je comprends. Il y en a qui s'inscrivent à plusieurs P500 et ils attendent de voir les listes pour choisir où aller jouer, quoi.
Ouais, Mm. j'ai pas compris le début par rapport à la CRA. En tout cas, nous, malheureusement, on peut pas. Enfin, ces listes-là, oui, nous, on va les recevoir, mais nous, notre but, quand on les reçoit dans le Drive, enfin, c'est pas. Nous, notre rôle, il est vraiment axé sur les juges arbitres pour les aider, pour les coacher. On peut pas, nous, faire le travail de regarder, de dire, ah ben tiens, dans cette liste-là, un joueur, il est à tel tournoi et à tel autre tournoi. Pour nous, on peut pas tout contrôler, d'autant plus que nous, dans la répartition des tournois qu'on supervise, sur une même journée, moi, je vais peut-être superviser un tournoi, Jean-Paul va en superviser un autre, Cédric le troisième sur la même journée. Donc, c'est assez compliqué à chaque fois, vu l'étendue des tournois, nous, de pouvoir aller contrôler les listes. Par contre, pour vous, ce que vous pouvez faire, quand ça vous pénalise dans votre tournoi, c'est que vous pouvez regarder ce jour-là quels sont les autres tournois concernés, quels sont les juges arbitres. Vous pouvez contacter vos collègues quand vous subissez le désistement pour voir si chez votre collègue, tel ou tel joueur ne figure pas, ne participe pas au tournoi. Et dans ce cas-là, on en reparlera un petit peu plus tard, hein, mais dans ce cas-là, vous pouvez dresser à ce moment-là une fiche de pénalité à l'encontre de la paire ou du joueur qui, effectivement, ne devrait pas s'inscrire à deux tournois en même temps. En fait, je pense, là où Lucas a voulu rebondir, c'est que très souvent, on diffuse les listes à toutes les équipes par mail. Et du coup, les équipes, effectivement, choisissent. Et en fait, il propose, je pense, une solution qui serait que cette liste ne soit plus envoyée aux équipes par mail, mais directement à la CRA. Mm. Et au moins, les joueurs ne savent pas qui va y avoir sur place. Et il n'y a pas cette histoire de je choisis mon tournoi. De Après, le choix. problème, c'est que Mm. c'est écrit dans le règlement de la Fédé. Donc, je pense que la diffusion des équipes, on est malheureusement obligé de le diffuser aux joueurs et aux équipes. Mais ça peut être éventuellement un point à faire remonter, oui, directement à la Fédé. Oui, tout à fait, je n'avais pas compris. Effectivement, non, non, c'est quelque chose d'intéressant à faire remonter effectivement à la Fédé. À l'origine, il y avait beaucoup moins de P500, beaucoup moins de P1000. Et pour les P1000, les joueurs se déplaçaient de loin dans toute la France pour pouvoir participer aux P1000. Donc l'intérêt à l'époque de diffuser la liste d'inscription, c'est que eux pouvaient se situer et savoir plus ou moins quand ils allaient jouer par rapport à leur réservation de transport, de nuit d'hôtel, etc. Aujourd'hui, le nombre de P500, P1000 s'étant démultiplié, c'est la plupart du temps, on retrouve pas mal de joueurs locaux et c'est vrai, effectivement, il n'y a plus forcément besoin d'avoir cette publication de paires participantes. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut faire remonter à la Fédé, oui, tout à fait. Alors, autre question d'Isabelle. Donc, est-ce que l'absence de limitation de classement en mixte signifie qu'un homme classé, alors je suppose 10 000, peut participer à un P25 mixte? Oui, 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 tout à fait. En fait, Et même le question pour une problème. femme classée 900. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pas de souci, pas de souci. Oui, oui, effectivement, le problème, c'est que souvent dans les mixtes, il n'y avait pas beaucoup de paires inscrites, et donc ils ont décidé effectivement de déverrouiller totalement. Donc c'est bien ça, il n'y a pas de limite. Au niveau des mixtes, s'inscrit qui veut s'inscrire, quelle que soit la catégorie du tournoi. Alors, une précision pour Razmig. Donc, on ne peut plus avoir deux tableaux où on a 4 têtes de série en quart et 4 têtes de série en huitième qui attendent 4 qualifiés entrants, par exemple. Ben non, en fait, le nombre maxi, ça sera, si les meilleurs classements sont en quart, vous n'aurez droit qu'à 4 têtes de série, et donc pas 8. C'est correct, c'est comme au tennis. Oui, c'est correct. Mm. Maintenant, à l'inverse du tennis, où vraiment, quand on n'est pas tête de série, on est considéré comme tout le monde, je dirais. Mm. Au niveau du paddle, même si c'est pas écrit formellement tête de série, il y a quand même cette liste qu'on suit du premier au dernier dans les paires inscrites. Et quelque part, voilà, même si on n'est pas officiellement tête de série, on porte quand même un numéro. Mm. Alors, enfin, je ne sais pas si c'est une question de Jean-Philippe Luce ou une confirmation. Comportement répréhensible du coach, il existe un code de conduite pour coach ou capitaine. Mais je ne sais pas si Alors, c'est une affirmation, je pense. alors, Mm. nous, dans ce qu'on a évoqué, donc au niveau du coaching, il faut bien faire la distinction. Nous, on parle des compétitions individuelles.
Donc là, on n'a pas, nous, de notion de capitaine. Un capitaine, ça va être dans des rencontres par équipe. Nous, là, on aborde vraiment des compétitions individuelles, donc avec le coach. Et dans ce cadre-là, il n'existe pas de code de conduite spécifique pour le coach. C'est le code de conduite qui s'applique normalement à la paire, normalement aux joueurs. Donc, ça veut dire que si on a au premier set un jet de balle, il y a un avertissement qui est donné dans le cadre du code de conduite à un joueur. Si par la suite c'est le coach qui se comporte mal, à ce moment-là, on va appliquer également le code de conduite, mais dans ce cas-là, par rapport à la paire et le coach qui ne forment qu'une entité, ça veut dire que ça sera le deuxième code de conduite et donc ce sera directement le point de pénalité. Merci. Et dernière question, donc Benoît a répondu, mais je vais peut-être la lire pour tout le monde. Donc, quelles sanctions peuvent être appliquées si un joueur s'inscrit à plusieurs tournois le même week-end? Et la réponse de Benoît, donc, un écrit au service compétition avec une preuve que le joueur est dans les 2 tournois et on saisira la CRA ou directement une fiche de pénalité de la part des 2 juges arbitres. Aujourd'hui, Béatrice, il n'existe pas de possibilité de pénaliser par des points négatifs. Ça serait des règlements qui seraient écrits par la Fédé. Nous, on ne peut pas appliquer un règlement qui n'existe pas. Donc, on est obligé de s'appuyer sur ce que la Fédé met en place. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de point négatif pour sanctionner les joueurs. Donc, par contre, nous, ce qu'on peut essayer de solliciter, si on voit qu'un joueur est inscrit sur 2 tournois, c'est de le faire remonter. Et après, nous, on saisira s'il faut la commission des litiges, voir s'ils peuvent faire quelque chose sur ce type de problème. Merci Benoît. Et donc, plus de questions pour le moment. Je ne sais pas si Jean-Paul est arrivé ou pas, mais de toute façon, c'était ta séquence à toi, Bruno, donc je ne sais pas si tu la gardes. D'accord, je reprends la suite, pas de problème. Ouais. Alors, là, tout s'affiche d'un coup, hein, donc je laisse... Oui, pas de problème. Non, là, c'est simplement voilà, pour vous interpeller sur voilà, d'autres petites nouveautés que vous retrouverez de toute façon en détail dans les règlements. D'ailleurs, l'ensemble des règlements 2026, vous les retrouvez déjà dans le Drive. Hein, pour ceux qui sont allés voir, je les ai déjà téléchargés. On vous fera également parvenir ce PowerPoint à la fin de la réunion. Mais simplement, voilà, pour vous rappeler qu'au niveau des catégories d'âge, donc vous les connaissez, hein, pour les jeunes et pour les seniors, telles qu'elles sont indiquées, et un joueur de la catégorie U10 ne pourra participer qu'à des compétitions U10, U12 ou U14, pas au-delà. La compétition donc est interdite aux catégories d'âge 8 ans ou inférieur. Il faut toujours avoir au minimum 8 ans. Ça, c'est très important pour vous de vérifier, parce que si on venait à avoir un joueur de la catégorie U10 qui vienne participer en U16 et que derrière il y a un problème de santé sur le terrain, vous seriez pénalement responsable. Donc, soyez bien vigilants par rapport à ça. Sur la diapositive suivante, sur classement des jeunes, donc vous avez la possibilité d'un surclassement, mais uniquement vraiment avec un certificat spécifique qui doit dater de moins de 1 an et fait par un médecin du sport. Voilà, ça on vous le fera passer également. Sur la diapositive suivante, donc limitation de classement par tournoi. Donc ça par rapport à la question qu'on a eue tout à l'heure au niveau du mixte. Donc on voit bien hein, cette modification là maintenant au niveau des P100 et des P25. Depuis cette saison, il n'y a aucune limitation de classement dans les compétitions mixtes. Mais la diapositive précédente, Vincent, s'il te plaît. Merci. C'était pas la bonne, ou non? Si. Ah, j'ai pas suivi, moi j'avais suivi sur mon PowerPoint à moi. Non, c'est bon maintenant. C'est OK. C'est pour le certificat médical. Certificat médical, voilà, ça on l'a vu, j'en ai parlé, et là je parlais maintenant des mixtes
voilà, de la limitation de classement, Merci. qui n'est plus d'actualité sur les P100 et P25. La diapositive suivante, Oui. vous retrouverez également donc une évolution au niveau des assimilations meilleur classement de tennis obtenus. Ça maintenant, vous l'avez directement hein, quand vous saisissez l'inscription de la paire du joueur, vous avez automatiquement le nouveau classement. Mais c'est bien que vous ayez ça avec vous également parce que parfois le joueur peut vous poser la question et vous dire ah bah tiens pourquoi est-ce que je suis assimilé 5000 enfin voilà. Donc il y a au moins cette petite grille d'équivalence avec le tennis donc qui a été mise à jour pour 2026. Ben, nous arrivons déjà à la séquence de questions suivantes, s'il y en a. D'accord. Donc, alors, tac, tac. Dernière réflexion donc, de Lucas concernant le fait que le GIA ne peut pas jouer. Je ne sais pas comment vont être organisés cette année le championnat par équipe, mais à niveau départemental, cette règle pourrait être très pénalisante, au moins qu'il y ait la possibilité de faire comme dans le tennis, où le juge arbitre peut être joueur d'une rencontre départementale. Bon, je ne sais pas si quelque chose à ajouter, c'est le règlement. Enfin, J'ai pris note de cette remarque. Les championnats ont souvent des règlements un peu différents. Oui. Nous, on va peut-être travailler avec la Fédé pour savoir s'il y a des possibilités en fonction des championnats et voir avec Christian Collange directement, le responsable de la commission paddle. Voilà, parce que si on peut adapter. J'ai levé la main. J'essaie de... Allô? Oui. Allô? On t'entend, Olivier, vas-y. Oui, voilà, je vais essayer de répondre à cette question parce qu'elle est d'ordre effectivement de la Fédé. On a en projet d'harmoniser évidemment toutes les règles suivant les disciplines. Aujourd'hui, on n'a pas la même règle pour le tennis, pour le beach tennis, pour le paddle, au niveau du jeu arbitrage joueur. Donc, ça fait partie des questions et des propositions que l'on va faire pour qu'évidemment tout soit harmonisé. Et je rejoins donc la personne qui a fait la proposition, effectivement, sur les catégories moins importantes, un petit peu comme ça se fait pour le tennis. Pour le tennis, tout ce qui est deuxième, première catégorie CNGT hors catégorie, là, le juge arbitre ne peut pas être joueur, mais par contre, en dessous, le juge arbitre peut être joueur. Donc, on va essayer de voir si on peut adapter quelque chose pareil pour le paddle où on dirait que quand il est joueur, il se fait remplacer par un juge arbitre adjoint. C'est ce qui se fait aujourd'hui en JAE et JAT. Et s'il veut faire, par exemple, son P500, il aurait droit, par exemple, de faire les poules. Par contre, s'il arrive dans le tableau final, il ne pourra pas avoir sa place. Si on fait l'équivalent d'aujourd'hui, ce qui est mis dans le tennis, ça pourrait ressembler à ça. Malheureusement, aujourd'hui, effectivement, c'est assez strict, assez fermé sur ça, mais comptez sur moi pour faire en sorte d'assouplir un petit peu ce côté-là. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais apporter. Alors, Razmig, donc, il ne comprend pas la nouvelle règle des têtes de série, donc autant indiquer qu'on ne peut plus avoir des têtes de série sur plusieurs tours, alors si c'est comme au tennis, on peut en avoir, hein, mais je préfère te laisser répondre, Bruno. Bonjour à tous, c'est Jean-Paul. Oui, bonsoir Jean-Paul. Je vous écoute depuis un moment, mais je peux répondre sur cette règle des têtes de série. Oui. Ça n'empêche rien, Razmig, de faire des entrées échelonnées. Simplement, de toute façon, les têtes de série, ça n'apporte pas grand-chose. C'est juste des numéros qui permettent aux joueurs les mieux classés de ne pas jouer les uns contre les autres au début. Si tu mets 4 têtes de série en quart et tu mets les 4 suivants en huitième qui démarrent en huitième, ça ne s'appellera pas tête de série, mais ça ne changera pas du tout ton tableau. Alors, question de Gilles, enfin une suggestion de Gilles qui dit qu'il serait logique que pour les P25 et les P100, le juge arbitre puisse jouer en départemental, je suppose. Quelques jours dans la nature, en 2007. Vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît. Oui. Merci. Donc, je ne sais pas si tu as entendu, Bruno ou Jean-Paul. Donc, c'est une suggestion, en fait. Je ne sais pas si c'est recevable ou pas.
Non, enfin la règle, maintenant, quel que soit le tournoi, non, le juge arbitre, bah, soit il est juge arbitre, soit il est joueur. Pour moi, un tournoi de paddle, c'est pas comme au tennis où le tennis c'est sur plusieurs jours. Enfin, on a le temps, on a des moments de creux quand on est juge arbitre de tennis. Donc, on pourrait très bien jouer son tournoi de tennis et puis laisser l'adjoint gérer. Au paddle, pour moi, ça me semble compliqué parce qu'on est toujours sollicité, un nouveau match à envoyer, un résultat à récupérer. Donc, si c'est pour être inscrit en tant que juge arbitre, mais finalement la moitié du tournoi l'a passé sur le terrain, non, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien que vraiment chacun ait son rôle. Et dernière question de Razmik, donc, est-ce qu'en match par équipe, le coach peut jouer? Oui, parce qu'il fait partie intégrante de l'équipe et oui, il peut être le capitaine de l'équipe, il peut être le coach et puis bah, quand c'est à lui de jouer, il devient joueur et il laisse sa place de coach. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, c'est terminé pour cette séquence. Donc, on peut poursuivre la présentation si vous êtes OK. Et donc, c'est Jean-Paul qui prend le relais. Je vais laisser Jean-Paul terminer. Il est tout frais, donc c'est bon. Je suis pas tout frais, mais en plus, j'ai pas bien révisé là, parce que je reviens du 1500 de légende padel. Donc, oui, alors je reprends là. Je vais lire en même temps parce que je suis pas comme Bruno, j'ai pas mon fichier à côté. Donc, les fiches de pénalité. Vous avez tous remarqué, on a tous remarqué qu'il y a énormément de désistements de dernière minute. Ça nous chamboule les tournois, y compris la veille. Donc, ce qu'il faut, c'est, si ce n'est pas justifié, dernière minute, les départs non justifiés, ça aussi, on a des départs non justifiés. Ils perdent leur premier match, ça ne leur apporte pas de points, ils s'en vont. Et certaines incivilités, bon, il va y avoir un peu plus d'insultes qu'avant sur le padel. Avant, il y en avait beaucoup au tennis, mais pas trop au padel. Ne pas hésiter à utiliser la fiche de pénalité. Ça, on le voit très peu. Alors, une fiche de pénalité, c'est pas très compliqué à faire. Pour un désistement, c'est 10 lignes, ça vous prend 10 minutes. Lorsqu'il y a un sujet un peu plus important, effectivement, c'est un peu plus long parce qu'il faut détailler la circonstance des faits et puis il faut aller un peu plus loin parce que après vous allez avoir la version du joueur aussi parce que le joueur va être questionné. Et effectivement, cette fiche, il ne faut pas hésiter à la faire parce que le joueur va te pénaliser à la première infraction. Mais le service des litiges, quand il va voir des répétitions sur un même joueur, à ce moment-là, il sera peut-être un peu plus sévère. Et le joueur aussi, lui, va comprendre qu'il faut arrêter de s'inscrire dans plusieurs tournois, de se désister à la dernière minute. Voilà, donc bon, après le reste, la fiche de pénalité, donc une fois que vous l'avez faite, ça doit être envoyé à la commission, à la compétition PACA, qui ensuite se renverra sur la commission des litiges. Tu veux ajouter quelque chose, Michel, ou puisque tu es là parmi nous? Non, je rejoins complètement Jean-Paul qui nous a envoyé d'ailleurs des fiches de pénalité où on est intervenu dernièrement. C'est vrai que le plus important aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux joueurs qu'il faut être sérieux et respecter justement le fait de se décider au dernier moment de planter les tableaux tels qu'ils sont à l'heure actuelle. Et c'est vrai, comme le dit Jean-Paul, la première fois, on va d'abord leur dire voilà, un petit avertissement ou ce genre de choses pour déjà dire attention. Mais de toute façon, une fois qu'ils sont passés chez nous, pendant 3 ans, on les surveille. Dès qu'ils reviennent, obligatoirement, dans les 3 ans, s'ils reviennent, obligatoirement derrière, bien sûr, la sanction sera beaucoup plus importante. Donc, c'est très, très important aujourd'hui de faire comprendre que le paddle doit redevenir exactement comme le tennis, quoi. Mais tout au début, le tennis, les WO SQD ou les WO étaient énormes et maintenant, on a de moins en moins de fiches de pénalité sur des WO parce que les joueurs ont compris ce qu'il en est. Voilà, tout simplement. Voilà, merci Michel. Donc vous aviez l'avis d'un membre de la commission régionale des litiges. Comme ça, on a bouclé la boucle. Alors, on continue. Donc, amélioration informatique, Jean-Paul. Donc, qu'est-ce que j'y vais
c'est un peu un serpent de mer. On parle alors bon, là, je vais un peu plus vite, mais on parle de Moja pour le padel. J'ai encore eu des infos ce week-end. C'est pas pour tout de suite. Hein. C'est pas pour tout de suite. Alors, on parle de l'année prochaine. Et ça va être long. Et on parle, dans un premier temps, on parle d'inscription en ligne. Avec ou sans paiement obligatoire, déjà, ça pourra limiter quelques infractions de joueurs qui s'inscrivent dans plusieurs tournois. On pourra plus les pister, alors qu'à aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de moyens de les pister. Ça sera une première étape. Le paiement obligatoire, ce sera une deuxième étape qui évitera aux gens de se désister aussi beaucoup plus facilement. Une fois qu'ils ont payé, ils vont peut-être rester dans le tournoi. Ça s'est vérifié un peu avec le tennis, ça. Donc peut-être qu'au padel, ça sera la même chose. Et puis, on limitera le nombre de forfaits. On espère que ça puisse marcher, mais c'est pas pour tout de suite. Il y a quelques mois, on m'avait parlé de septembre à octobre. On est en octobre et c'est loin de sortir pour l'instant. Donc, il y a peut-être quelqu'un dans l'Assemblée qui a plus d'infos là-dessus. Mais... Ça nous rappelle quelque chose? Oui. Sur le tennis, on a attendu très longtemps avant d'avoir un Moja. Maintenant, on va peut-être attendre longtemps pour avoir le Moja padel. Je pense qu'il y a des ressources et il y a des coûts, quoi. En fait, je pense que c'est toujours le nerf de la guerre qui prend le dessus. Et voilà. Donc, alors, la partie suivante, c'est l'assistance pour la réalisation des tableaux. Mais alors là, ça sera encore beaucoup plus long. Parce que c'est pas la même chose que depuis 2020. Ce serait très bien, Béatrice. C'est la vérité. Et puis, on va encore en parler pendant un petit temps. Donc, bon, c'est... Là aussi, le troisième point, ne pas hésiter à nous remonter les problèmes rencontrés parce que ça permet, si vous avez des problèmes sur les tournois, un peu toujours les mêmes, de ne pas les garder pour vous parce qu'on les a peut-être tous, ces mêmes problèmes. Donc, ça nous permet de nous regrouper et puis de faire remonter déjà à la CRA et ensuite un peu plus haut. Les documents, les documents, vous les avez maintenant sur le drive partagé. Donc, on a mis les derniers 2026 à jour. Alors, en sachant que ce sont les 2026 qui sont parus en juillet et qu'il n'est pas impossible qu'il en paraisse d'autres, parce que ça arrive presque chaque année. Quelquefois, il y a des correctifs qui arrivent en janvier. Mais à ce moment-là, on vous le signalera et éventuellement, on refera, s'il y a beaucoup de correctifs, on refera une petite réunion pour vous informer. À l'occasion d'une formation continue, quoi. Oui. Bon, là, on continue les documents, donc rien de particulier. Hein. Ou si vous cliquez sur le lien, vous accédez donc au document, en fait, à l'endroit où est stocké le document. Voilà, là on arrive du coup à la dernière séance de questions et réponses si possible. Donc je ne sais pas s'il y en a dans le chat. Alors, si on en parle depuis 2020, donc ça c'est Béatrice. Je suis nouveau. Gilles, qu'est-ce que vous appelez Moja? Si je l'écris bien. Non, ça s'écrit bien. Ça s'écrit comme ça. Mon outil juge-arbitre. C'est une application fédérale qui permet de gérer, pour les juges-arbitres de tennis, gérer les tournois, en fait, toutes les compétitions individuelles, quoi. Tournois, championnats individuels. Alors, Isabelle, les P50. La question, c'est les P50. Ils en parlent pour janvier pour les P50. Après, on attend que la Fédé lance officiellement les P50, mais ils parlaient pour janvier. Donc, je reprends la conversation. A priori, il n'y a plus de questions. Tu peux peut-être débloquer les micros si des personnes veulent poser des questions directement, peut-être en levant la main avant et pas plusieurs si les personnes lèvent la main, je peux débloquer les micros au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Je vais juste rajouter quelque chose sur les certificats médicaux. C'est pas 1 an, c'est 6 mois. Le certificat médical doit être dans les 6 mois. C'est comme au tennis, il y a une harmonisation au niveau de la règle. Le certificat doit être daté de moins de 6 mois.
Et donc, il y a une petite coquille sous le tableau, quoi, que Bruno a présenté. Merci, Antonin, c'est important. Dans ce sens-là, c'est important. Donc, est-ce qu'il y a d'autres... Jean-Henri, tu avais levé 2 fois la main? Oui, tu avais non, en fait, les deux en même temps ou... Non, oui, les deux en même temps, oui, tout à fait. Ou les mains. Non, en fait, c'était même remarque que vient de dire Antonin. Effectivement, maintenant, c'est certificat médical de moins de 6 mois et fait par un médecin du sport. Sinon, pas valable. Est-ce que vous avez d'autres questions ou commentaires ou... Pardon, je t'ai coupé, Jean-Henri. Non, je disais fait, enfin établi par un médecin du sport. Oui, mais sinon, le certificat n'est pas valable. Et le joueur ne peut pas participer. D'autres, non. Je vois que dans le chat, il y a une question sur est-ce que l'arrivée des P50 va modifier le cut sur les P25? On n'a aucune information là-dessus en tout cas. Je pense que quand les P50 sortiront, s'ils sortent en janvier, on aura plus d'informations à ce moment-là et ce sera l'occasion effectivement de faire une nouvelle réunion en formation continue pour vous donner toutes les informations, toutes les nouvelles informations, s'il y en a à ce moment-là. S'il n'y a plus de questions, je pense que nous pouvons vous libérer. Donc, un grand merci à Bruno. Simplement, Oui. une petite précision donc, par rapport à la présentation au départ du pôle et cette organisation avec le drive pour cette nouvelle saison. Donc ça, c'est actif donc, dès maintenant. Donc pour ceux qui sont en cours de tournoi, c'est pas la peine, mais pour ceux qui arrivent à leur J-7 en limite d'inscription, pour eux, c'est donc effectif dès maintenant. Donc aujourd'hui, nous sommes le 6. S'il y en a qui ont une limite d'inscription aujourd'hui parce que leur compétition a lieu le 13, ils peuvent dès maintenant donc mettre tout en ligne sur le drive. Merci, une précision importante. Donc, si vous n'avez plus de questions, je propose d'en rester là. Donc, vous allez recevoir, alors vous me corrigez, Antonin Benoît, si je dis une bêtise, le package, donc la présentation utilisée ce soir, la vidéo qui a été enregistrée, et nous allons aussi vous envoyer un lien vers un formulaire, donc une enquête de satisfaction, parce que, comme l'on dit, on peut toujours faire mieux et s'améliorer. Donc, on aimerait avoir votre avis sur ce type de réunion. Donc, sur la partie qui précède la réunion, enfin, je ne vais pas vous décrire le formulaire maintenant, mais la communication avant la réunion, la tenue de la réunion, et puis donc derrière, on vous pose quelques questions, savoir si vous avez regardé le replay, etc. Enfin, bref. Alors, je vous rassure, c'est complètement anonyme. On ne vous demandera pas votre nom, ni votre adresse mail, rien du tout. Donc, nous, on a des réponses brutes, on a des nombres. Il y en a 10 qui sont très contents, il y en a 5 qui ne sont pas contents. Ça permet, vous savez, les mécontents permettent toujours de faire avancer les choses. Je pense que si tout le monde est content, on est content aussi, on s'endort et puis on risque de stagner. Alors, je tenais à remercier donc Bruno, Jean-Paul pour leur présentation. Bon, Jean-Paul, tu seras moins payé parce que tu es arrivé un peu en retard et du coup, on verra ça avec Olivier. Et merci. Ça fait pas grand-chose. Merci Antonin et Benoît. Et merci à Olivier, à qui je laisse le mot de la fin, peut-être, pour clôturer la réunion. Oui, je pense qu'effectivement, c'était vraiment très instructif, très bien expliqué. Bravo Bruno, en fait, pour la réunion, pour la tenue, pour les explications. Et je le redis encore une fois, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez alors, soit des questions sur le fonctionnement ou des précisions, et éventuellement pour ceux qui souhaitent faire évoluer les règlements, je le dis, voilà, je prends les questions, je prends les mesures et on verra ce que l'on peut faire après derrière, parce qu'évidemment, un règlement veut dire qu'on le fait remonter, nous déjà on est d'accord, que toutes les CRA de France soient d'accord, que la CFA soit d'accord. Donc voilà, ça demande forcément beaucoup de checkpoints, mais voilà, c'est toujours intéressant de vous dire que
les règlements ne sont pas figés dans le marbre et qu'effectivement, comme vous le constatez chaque année, ils peuvent évoluer. Et si vous avez des bonnes propositions, nous sommes preneurs pour ça. Je vous souhaite en tout cas à tous de très bons tournois.